Bienvenue sur votre chaîne Réveil africain, là où la vérité s'arrache aux griffes du silence. Ici, nous ne rapportons pas seulement les faits. Nous les explorons, nous les exposons, nous les vivons. Aujourd'hui, nous entrons dans l'histoire immédiate, celle qui s'écrit en ce moment, sous nos yeux, entre deux dirigeants africains diamétralement opposés. D'un côté, Ibrahim Traoré, jeune capitaine du Burkina Faso, symbole du renouveau, de la souveraineté africaine et de la résistance contre l'impérialisme. De l'autre, Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, figure technocratique, représentant des intérêts libéraux et du système occidental. Ce n'est pas une simple divergence de gouvernance. C'est un choc de civilisation, une bataille entre le feu de la Renaissance africaine et la glace de la continuité coloniale. Une lutte d'influence, un duel silencieux mais féroce, où chaque déclaration, chaque mouvement, chaque silence pèse comme une gifle ou une bénédiction. Suivez-nous dans ce récit de tension, d'espoir et de rupture, car ce qui se joue entre Ouagadougou et Abidjan dépasse les frontières et touche l'âme même de l'Afrique. Chaque semaine, le monde observe avec fascination et inquiétude la montée d'un homme, Ibrahim Traoré. Depuis qu'il a pris le pouvoir au Burkina Faso, ce capitaine, âgé d'à peine 35 ans, bouscule tous les codes. Il ne fait pas de compromis avec ceux qui ont écrasé l'Afrique pendant des décennies. Il écarte les bases françaises, coupe les liens avec les ONG douteuses, met fin aux coopérations militaires stériles, renforce les brigades populaires de défense, restructure les mines pour qu'elles profitent au peuple. Face à lui, Alassane Ouattara, installé dans son palais d'Abidjan, multiplie les signes de loyauté envers les anciens maîtres. Il conserve les bases françaises, négocie de nouveaux accords avec Washington, invite les patrons du CAC 40 à investir dans les infrastructures ivoiriennes, pendant que le paysan de Bouaké peine à vendre ses ignames. Ce ne sont pas deux présidents, ce sont deux symboles. Traoré, c'est l'Afrique qui se libère, Ouattara, c'est l'Afrique qui s'incline. Chaque allocution de Traoré est un uppercut. Il ne mâche pas ses mots, il ne lit pas un discours. Il parle au cœur, il parle vrai. Le 22 avril 2025, devant un stade de jeunes volontaires burkinabés, il déclare « Ceux qui nous ont colonisés veulent nous faire croire qu'ils sont nos sauveurs. Nous ne voulons plus de leurs aides. Nous voulons notre terre, notre dignité, notre avenir. » À ce moment précis, dans toute l'Afrique francophone, les réseaux sociaux explosent. Les jeunes, les oubliés, les marginalisés, ceux qu'on appelait autrefois les masses silencieuses, trouvent une voix, une flamme. Traoré devient leur Sankara du XXIe siècle. Sa parole traverse les frontières, touche le Cameroun, le Congo, la Guinée, le Tchad, la diaspora. Il ne parle pas que pour les Burkinabés, il parle pour toute une Afrique humiliée. Pendant ce temps, Alassane Ouattara reçoit des diplomates occidentaux. Il organise des cocktails économiques avec les anciens colonisateurs. Il rassure le Fonds monétaire international. Il négocie des prêts avec la Banque mondiale. Il parle d'inclusion, de stabilité, de croissance. Mais il oublie de parler du chômage des jeunes, de la faim dans les villages, de l'endettement croissant. Ouattara incarne la continuité. Une Afrique bien habillée, bien gérée, bien exploitée. Une Afrique qui sait rester à sa place. Une Afrique technocratique, soumise à l'ordre global. Et cela, de plus en plus d'Africains le rejettent. Lorsque le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent officiellement la création de l'Alliance des États du Sahel, le monde est stupéfait. Jamais trois pays africains ne se sont unis de manière aussi franche contre les diktats de la CEDEAO et de la France. Et qui est le principal critique de cette alliance? Ouattara. Il monte au créneau, multiplie les prises de parole contre les juntes militaires, appelle à un retour à l'ordre constitutionnel. Il pousse la CEDEAO à brandir des menaces, voire à envisager des interventions militaires. Traoré, lui, répond sans trembler que ceux qui défendent leur maître se tiennent loin de nos frontières, nous ne reculerons pas. Les peuples comprennent. Ils voient qui défend qui. Ils voient qui parle comme un homme libre et qui parle comme un homme surveillé. Le 2 mai 2025, France 24 publie un dossier spécial sur la militarisation du pouvoir au Burkina Faso. À la même date, RFI organise un débat sur la menace Traoré. Les experts invités, des universitaires meilleurs français, des analystes pro-occidentaux, aucun Africain populaire. La machine médiatique tourne à plein régime. Elle tente de diaboliser Traoré et de présenter Ouattara comme un modèle. Mais l'Afrique connectée ne se laisse plus berner. Sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook, les vidéos de Traoré sont vues des millions de fois. Dans les marchés, dans les salons de coiffure, dans les taxis, on débat, on défend, on explique. L'heure du réveil a sonné. Le 10 mai, un groupe d'étudiants burkinabés en Côte d'Ivoire organise une marche pacifique en soutien à l'AES. Ils brandissent des pancartes où l'on lit « Traoré est notre voix ». La police ivoirienne intervient violemment.
Plusieurs blessés, arrestations, silence radio de la présidence ivoirienne, mais les images circulent. Elles choquent, elles réveillent. Traoré réagit immédiatement depuis Ouagadougou. Ce n'est pas une agression contre quelques étudiants, c'est une agression contre la liberté africaine. Le fossé se creuse. L'hostilité devient visible. Les deux dirigeants ne s'adressent plus la parole. Le climat est glacial. Pendant que Ouattara consolide ses partenariats internationaux, Traoré relance les coopératives agricoles, il crée des industries locales, il lance un programme de souveraineté alimentaire. Des ingénieurs africains, rentrés de l'étranger, commencent à travailler au service de l'État. La presse internationale l'ignore, mais les Africains le voient, ils savent. Traoré ne compte pas sur les blindés occidentaux, il compte sur le peuple. Plus de 70 000 volontaires pour la défense de la patrie sont aujourd'hui formés, armés, engagés. Ils ne reçoivent aucun salaire, mais ils reçoivent la reconnaissance d'un peuple. Et face à eux, des soldats ivoiriens frustrés, parfois en colère, voyant leur pays soumis à des décisions venues de Paris ou de Bruxelles. De plus en plus, des analystes africains évoquent un scénario dangereux. La CEDEAO, sous pression d'Abidjan, pourrait tenter une action armée contre l'AES. Mais le peuple burkinabé est prêt. Le Mali est prêt, le Niger est prêt. Et dans les rues de Bobo, une voix s'élève. Nous n'avons pas peur, même si Ouattara envoie ses chars, nous défendrons la terre jusqu'au dernier souffle. Ouattara mise tout sur les soutiens occidentaux, Macron, Lagarde, Scholz. Mais ces soutiens sont de plus en plus perçus comme des chaînes, non comme des garanties. L'Europe elle-même s'essouffle tiraillée par ses propres crises internes. Traoré, lui, cultive une diplomatie discrète mais efficace. Partenariat militaire avec la Russie, accord d'équipement agricole avec la Turquie, transfert technologique avec l'Iran, entente énergétique avec l'Algérie. Il recrée des cercles de coopération horizontaux, africains et eurasiens, loin de l'ancien modèle pyramidal dirigé depuis Paris ou Bruxelles. Le 15 juin 2025, un sommet de l'Union africaine est organisé à Addis Abeba. Pour la première fois depuis leur rupture, Traoré et Ouattara se retrouvent dans la même salle. Le silence est pesant. Tous les regards se tournent vers eux. Ouattara prend la parole en premier. Il parle de sécurité régionale, de stabilité, de respect, des institutions. Traoré lui répond sans note, sans lecture, droit dans les yeux. Ce que vous appelez stabilité, nous l'appelons soumission. Ce que vous nommez sécurité, nous l'appelons dépendance. Monsieur Ouattara, ce n'est pas de vos discours dont l'Afrique a besoin, c'est de dignité. L'Assemblée est figée. Certains applaudissent discrètement. D'autres se lèvent pour serrer la main du capitaine. Le moment est historique, le peuple a vu. Dans les mois qui suivent, des mouvements populaires se forment en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et même au sein de la diaspora. On parle d'un printemps panafricain. Des artistes, des intellectuels, des leaders communautaires se déclarent inspirés par la trajectoire du Burkina. En Côte d'Ivoire, les tensions sociales augmentent. Le pouvoir ivoirien tente de censurer les discours de Traoré sur les réseaux sociaux. Mais l'effet boomerang est immédiat. La jeunesse ivoirienne veut comprendre, veut comparer. Elle veut décider par elle-même. Le monde change. L'Afrique aussi. Les lignes bougent, les alliances se redessinent. Deux hommes ont incarné cette transformation. Ibrahim Traoré et Alassane Ouattara. Deux visions irréconciliables, deux projets antagonistes. L'un mise sur l'autonomie, le courage, le sacrifice, l'autre sur la gestion, la diplomatie, l'intégration mondiale. Mais de plus en plus de jeunes Africains ne veulent plus être intégrés à un monde qui les méprise. Ils veulent se bâtir leur propre monde. Dans un village isolé du Kénédougou, une vieille femme parle doucement à son petit-fils. Elle lui montre un portrait de Traoré accroché au mur de terre battue. Elle dit « Cet homme-là, il est comme nous. Il sent la terre, il regarde le ciel, il ne ment pas. » Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une analyse, c'est la voix de la sagesse populaire. Et cette voix-là, aujourd'hui, résonne du Sahel au golfe de Guinée, lentement, tranquillement, comme une rumeur qui devient vérité. Pendant que les puissances cherchent à préserver leurs intérêts, l'Afrique marche à son rythme. Les discours d'Ouattara se font de plus en plus creux. Les plateaux télé ivoiriens répètent les mêmes formules. Croissance, stabilité, partenariat. Mais rien ne bouge dans les ruelles de Gagnoa, dans les champs d'Abengourou, dans les quartiers populaires d'Abobo. En revanche, au Burkina Faso, des coopératives rurales se forment. On réhabilite les anciens barrages. On apprend aux enfants à coder en mouré et en dioula. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas médiatisé. Mais c'est réel, c'est profond, c'est lent, comme une graine qu'on plante et qui finit toujours par pousser. Le peuple ne parle pas à la vitesse de Twitter. Il parle dans les marchés, dans les champs, dans les taxis, dans les champs. Et ce qu'il dit de plus en plus, c'est ceci. On veut respirer, on veut décider, on veut être nous-mêmes. Traoré entend cette voix. Il ne promet pas le paradis,
Il promet le combat, il ne vend pas des illusions, il appelle à la construction, brique après brique, geste après geste, parole après parole. Et cette méthode lente, patiente, populaire, gagne en force, car c'est elle qui correspond au rythme du continent. Non pas un saut dans le vide, mais une marche dans la dignité. Ouattara se tait, de plus en plus. Il sent que le vent tourne. Il ne peut pas faire arrêter 1 million de jeunes. Il ne peut pas censurer 1000 idées à la fois. Alors il évite, il ajourne, il contourne. Mais le peuple n'oublie pas. Traoré, lui, ne crie pas. Il agit. Il sait que parfois, le silence d'un homme libre vaut plus que le vacarme d'un président sous tutelle. Et ce silence-là, aujourd'hui, traverse l'Afrique comme une marée montante, invisible, inarrêtable. Ce n'est peut-être qu'un homme, ce n'est peut-être qu'un pays. Mais dans chaque révolution, il suffit d'une étincelle. Aujourd'hui, cette étincelle, c'est le Burkina Faso. Et ce feu, il ne détruit pas. Il éclaire. Ouattara pourra résister. Il pourra négocier. Il pourra manœuvrer. Mais il ne pourra pas arrêter une idée dont l'heure est venue. Et cette idée s'appelle liberté africaine. Conclusion finale, l'histoire écrite au présent. Ibrahim Traoré ne se contente pas de parler. Il agit. Il incarne. Il inspire. Il porte une idée de l'Afrique où le mot « liberté » ne rime plus avec illusion, mais avec action. Et même si cela dérange, même si cela fait peur, même si cela coûte, c'est la voie qu'il choisit, avec et pour son peuple. Alassane Ouattara, malgré ses réussites économiques, est devenu le symbole d'une époque que la jeunesse africaine ne veut plus. Il parle un langage que de moins en moins d'Africains comprennent. Et c'est là que l'histoire bascule. Le réveil a déjà commencé, et cette fois, rien ne l'arrêtera. Partagez cette vidéo, faites-la tourner dans vos groupes, vos familles, vos communautés. Abonnez-vous à Réveil Africain, car l'Afrique n'a plus peur. Elle écrit, elle parle, elle avance.